La neige tombait avec cette indolence particulière au soir de décembre en Alsace, flocon après flocon, comme si le ciel lui-même hésitait à couvrir la terre d'un linceul blanc. J'avais 64 ans ce soir-là, les cheveux couleur de givre, que je ne teignais plus depuis que Théodric avait cessé de me regarder, et les mains légèrement noueuses d'une femme qui a pétrissé trop de pain, ouvert trop de portes, signé trop de documents en silence. La maison des Vernecq était illuminée de l'intérieur comme une lanterne de procession. Cette demeure que j'avais contribué à meubler, à chauffer, à remplir d'une dignité que personne ne m'avait jamais rendue. Je m'appelais Marguerite Solange Albvax avant d'épouser Théodric Vernecq. Un nom que ma mère chuchotait comme une prière. Mes amis m'appelaient Solange. Théodric m'appelait ma femme, avec la même intonation qu'il employait pour désigner un meuble coûteux mais encombrant. Je descendis de la voiture avant que Félix, notre chauffeur depuis 20 ans, ait eu le temps de faire le tour. Il me connaissait assez pour ne pas insister. Je portais une robe de crêpe bordeaux que j'avais achetée seule, dans une boutique de Strasbourg dont personne dans cette famille ne connaissait l'existence. Un luxe mineur et délicieux. Dans mon sac, entre le mouchoir de lin et le petit flacon de parfum à la violette de ma défunte mère, il y avait une enveloppe. Une enveloppe que j'avais préparée avec le même soin méticuleux que l'on consacre aux choses irréversibles. Le couloir d'entrée sentait le sapin, la cire d'abeille et quelque chose d'autre, une fragrance florale trop jeune pour appartenir à cette maison. Je le remarquai immédiatement, comme on remarque une note fausse dans une mélodie familière. Brunéhilde, la belle-mère, m'accueillit avec ce sourire qu'elle réservait aux victoires annoncées. Elle avait 82 ans, une ossature de rapace et une mémoire de comptable. Elle n'avait jamais aimé que deux êtres au monde, son fils Théodric et l'idée qu'elle se faisait de la lignée Vernecq. Pour elle, j'avais toujours été une parenthèse, un ventre défaillant, une femme sans descendance, une erreur de casting dans la saga familiale. « Solange, dit-elle en effleurant mes joues de ses lèvres sèches, tu es ponctuelle, pour une fois. » Je n'étais jamais en retard, mais Brunehild réécrivait l'histoire avec la désinvolture de ceux qui n'ont jamais eu à rendre de compte. Le salon était rempli. La table de chêne massif avait été rallongée, chose inhabituelle pour un dîner de famille. Théodric se tenait près de la cheminée, un verre de Riesling à la main, et il y avait dans sa posture quelque chose de théâtral, de préparé, comme un acteur qui attend le lever de rideau. À ses côtés se trouvait une jeune femme que je reconnus immédiatement, bien qu'elle eût changé. Elle avait vieilli de 10 ans, naturellement, mais surtout, elle avait endossé une assurance nouvelle, un peu forcée, comme un vêtement emprunté. Elle s'appelait Viveka Solterman, la fille d'Oswald Solterman. Je pris une coupe de champagne à la main d'un serveur que je ne connaissais pas. Théodric avait engagé du personnel pour l'occasion, ce qui confirmait ce que j'avais pressenti depuis des semaines. Il avait besoin de témoins. Les humiliations bien orchestrées réclament un public. Je m'installai à ma place habituelle, en bout de table opposée à Brunéhilde, et j'observais. C'est ce que j'avais fait pendant 38 ans, observer. Pendant que Théodric bâtissait son empire de recyclage industriel sur des ruines qui n'étaient pas les siennes, pendant qu'il rachetait des entreprises fragilisées avec la patience froide d'un prédateur, pendant qu'il effaçait des noms et des familles de la carte économique de la région, moi, je regardais. Je mémorisais. Je classais. Le dîner commença par une soupe de châtaigne que personne ne mangea vraiment. Les conversations étaient tendues comme des fils de soie entre des épingles. La belle-sœur Hoteline parlait trop fort des résultats scolaires de ses enfants. Le beau-frère Prosper hochait la tête avec ce regard vide qu'il avait développé au fil des années comme bouclier contre la famille. Et Viveka Solterman était assise à la droite de Théodric, là où l'on place les invités d'honneur, les mains posées sur la nappe avec une discrétion calculée qui attirait précisément l'attention qu'elle prétendait éviter. Ce fut entre le plat de gibier et le plateau de fromage que Théodric se leva. Il avait ce visage-là, ce visage que je n'avais vu qu'une poignée de fois en 38 ans, le visage de l'homme qui s'apprête à faire quelque chose d'irréparable et qui en éprouve une jouissance qu'il confond avec du courage. Il prit son verre, le leva légèrement,
et attendit que les conversations se taisent. « J'ai quelque chose à annoncer, dit-il, quelque chose d'important, quelque chose qui concerne l'avenir de cette famille. » Je bus une gorgée de vin, un Gewürztraminer vendange tardive, légèrement ambré, avec ce goût de miel vieux et de roses séchées qui me rappelait la cave de mon père. Je laissai la saveur s'attarder sur ma langue. Viveka et moi attendons un enfant. Le silence qui suivit fut de cette qualité particulière des silences chargés d'électricité, pas vide, mais trop plein. Ottline figea sa fourchette à mi-chemin. Prosper scia 3 fois de suite. Brunehilde, elle, souriait déjà. Elle souriait depuis avant que Théodric finisse sa phrase, ce qui signifiait qu'elle savait, qu'elle avait toujours su. « Et je demande le divorce à Solange », poursuivit-il avec cette économie de mots qu'il réservait aux décisions financières. « C'est la bonne décision, pour tout le monde. » Viveka ne leva pas les yeux vers moi immédiatement. Elle regardait la nappe, puis le ventre légèrement arrondi sous sa robe couleur ivoire, puis Théodric, dans cet ordre, comme si elle répétait une chorégraphie. Quand elle croisa enfin mon regard, j'y lus quelque chose de complexe. Pas de la honte, non, elle avait dépassé ça. Quelque chose de plus intéressant, une question. Brunhilde se leva. Elle tenait son verre de sauterne d'une main, et de l'autre, elle tapotait la table pour réclamer l'attention, comme si elle n'en avait pas déjà la totalité. « Je voudrais porter un toast, » dit-elle, « à la nouvelle reine de cette famille, à Viveka, qui donnera aux Vernec ce que certaines n'ont pas su leur donner en 40 ans. » Elle me regarda, directement, avec cette précision chirurgicale qu'ont les vieilles femmes cruelles pour planter leurs mots là où ils font le plus de mal. Un héritier. Quelques personnes burent. Ottline murmura quelque chose à l'oreille de son mari. La flamme des bougies de l'avant vacilla, bien qu'il n'y eût pas de courant d'air. Je posai mon verre. Je me levai lentement, de cette lenteur délibérée que l'âge vous apprend, non par faiblesse, mais parce que vous avez enfin cessé de vous presser pour les autres. Je boutonnai le petit bouton du haut de ma veste en crêpe, un geste automatique qui m'appartient depuis l'enfance. Puis je regardai Brunehilde dans les yeux. « Merci, Brunehilde, dis-je, merci pour cette clarté. » Ma voix était calme. Elle l'avait toujours été dans les moments importants. C'est dans les petits agacements quotidiens que la voix tremble. Dans les grandes occasions, elle se solidifie. Je me tournai vers Viveka. Elle avait 29 ans. Elle avait les yeux en amande de sa mère, cette Irène Solterman que j'avais rencontrée une seule fois, lors d'une réception de chambre de commerce, une femme épuisée qui portait son sourire comme on porte une valise trop lourde. Et elle avait les pommettes hautes de son père, Oswald. Cet homme au regard franc et aux mains larges, qui avait fondé une entreprise de logistique régionale avec 30 années de travail et de rigueur, et que Théodric avait démantelé en 18 mois, en rachetant ses dettes à des créanciers complaisants, en soufflant ses contrats avec une concurrence déloyale que personne n'avait su prouver, en laissant Oswald Solterman debout dans les décombres de ce qu'il avait construit, sans recours et sans dignité. Oswald était mort 3 ans après la liquidation. Une crise cardiaque, avait dit le médecin. Du chagrin, avait dit sa femme Irène. De honte, avait pensé sa fille Viveka. Je m'approchai d'elle, doucement. Je n'avais pas l'intention de la blesser, pas ce soir. Je me penchai légèrement, comme pour embrasser une belle fille accueillie dans la famille, et je murmurai contre son oreille, assez bas pour que Théodric n'entende pas, mais avec la clarté d'une femme qui a passé sa vie à choisir ses mots. Bienvenue dans la famille. J'espère que ton plan pour le détruire de l'intérieur marchera aussi bien que le mien. Je sentis son corps se figer. Un battement. 2. Puis, très légèrement, je sentis ses épaules s'affaisser, non par défaite, mais par quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Comme quand on marche seul dans l'obscurité et qu'on entend soudain une voix familière dans le noir. Je me redressai. Je pris mon sac. Je sortis l'enveloppe. Théodric, dis-je en la posant sur la nappe, devant son assiette. Mes avocates ont transmis les documents cette semaine, mais j'ai pensé que tu préférais avoir une copie ce soir, en présence de la famille. C'est plus solennel. Il fronça les sourcils. Il prit l'enveloppe avec cette méfiance des hommes qui ne comprennent pas encore qu'ils ont perdu. Qu'est-ce que c'est ? Une demande reconventionnelle de divorce,
dis-je. Déposé il y a 11 jours, avec, en annexe, une copie des rapports d'expertise comptable sur les comptes des sociétés Vernec Industries entre 2014 et 2024. Une copie des échanges entre ton conseiller fiscal et 2 fonctionnaires du cadastre de Bas-Rhin que tu as rémunérés officieusement. Et la liste des actifs que tu as fait transférer à ton nom personnel en passant par une holding luxembourgeoise que tu pensais inconnue de moi. Le silence avait changé de nature. Il n'était plus chargé, il était vide, aspiré, comme l'air avant la foudre. « Tu n'as pas… » « J'ai, » dit-il doucement, « depuis longtemps. » Brunhilde s'était rassise. Sa coupe de sauterne était toujours levée, mais plus personne ne regardait dans sa direction. Ce qu'ils ignoraient tous, ce qu'ils n'avaient jamais eu la curiosité ni l'humilité de chercher à savoir, c'est que pendant 38 ans de mariage, pendant les dîners de représentation et les séjours au terme et les après-midi où Théodric pensait que je lisais des romans dans le jardin d'hiver, j'avais appris. J'avais appris la comptabilité analytique avec une ancienne directrice financière reconvertie en professeure particulière, une femme admirable nommée Clotilde Zanfretta qui m'avait dit un jour « Les chiffres ne mentent pas, ils attendent simplement que quelqu'un les lise ». J'avais appris le droit des sociétés avec un jeune avocat strasbourgeois, discret comme une sacristie. J'avais compris les structures de holding, les conventions fiscales inter-États, les mécanismes de blanchiment par strates successives. Et j'avais attendu. Non par lâcheté, cette question je me l'étais posée pendant des années avec honnêteté. Non par manque de courage. J'avais attendu parce que l'impatience est l'ennemi de la précision, et parce que je voulais que ce soit complet, irréfutable, définitif. Je voulais qu'il n'y ait aucune fissure dans laquelle Théodric Vernec pût glisser un doigt pour se rattraper. Concernant ma stérilité, dis-je en me tournant vers Brunhilde, dont le visage s'était affaissé légèrement, comme un masque que la chaleur déforme, j'ai effectivement subi 3 fausses couches entre 1992 et 1997. Mais les analyses de 1998 ont confirmé que l'infertilité était du côté de Théodric, et non du mien. Il t'a menti. Il te ment depuis qu'il s'est parlé. Ce n'était pas cruel, c'était vrai. Il y a une différence. Je ramassai mon manteau sur le dossier de ma chaise, un manteau en lainage écossais couleur prune que j'avais acheté à Édimbourg lors d'un voyage solitaire en 2019, quand Théodric était à Singapour avec Viveka pour la première fois. Je le savais déjà, à l'époque. J'avais marché seule sur les pavés noirs et gras de la vieille ville, sous une pluie fine comme de la cendre, et j'avais senti quelque chose se dénouer dans ma poitrine, non pas la douleur, mais sa résolution. À la porte du salon, je m'arrêtai une dernière fois. Pas pour un effet dramatique, j'avais horreur des effets. Mais parce qu'il y avait une chose que je tenais à dire, pour moi seule, pour la femme de 26 ans qui avait porté ce nom en croyant qu'il lui offrirait quelque chose. Cette maison a été meublée avec l'argent de mon héritage maternel, dis-je. Le mobilier sera restitué selon les termes de la demande reconventionnelle, y compris la bibliothèque du couloir, que tu ne mérites pas d'avoir lue. Je passai devant Félix, qui attendait dans l'entrée avec mon écharpe et mon sac de voyage. Il savait, lui aussi. Félix savait tout depuis des années. C'était un homme de cette sorte rare qui entend sans écouter et voit sans regarder, par délicatesse, non par indifférence. Dehors, la neige avait cessé. Le ciel était d'un noir de velours propre, sans nuages, avec quelques étoiles piquées comme des épingles à tête d'argent. L'air sentait le bois froid et quelque chose de végétal, de prometteur, l'odeur de la terre sous la gelée, qui n'est pas une odeur de mort, mais de dormance, d'attente raisonnée. Je montai dans la voiture. Félix referma la portière sans un mot. Il démarra. Les lumières de la maison des Vernec reculèrent derrière la vitre, avec cette indifférence particulière des choses que l'on quitte pour la dernière fois. Je pensais à Viveka Solterman, à ses yeux quand j'avais murmuré, à ce soulagement dans ses épaules. Je ne savais pas ce qu'elle avait prévu exactement, et il m'importait peu de le savoir dans ses détails. Je savais seulement qu'elle était entrée dans cette maison avec quelque chose dans le cœur qui n'était pas de l'amour, et que Théodric, dans sa certitude absolue d'être aimé pour lui-même, ne l'avait pas vue. Les hommes comme lui ne voient que ce qu'ils ont décidé de voir.
c'est leur force et leur ruine. Je sortis de mon sac le petit flacon de parfum à la violette. Je l'ouvris. Je respirai lentement. Ma mère s'appelait Ernestine Haldvax, née Pfeiffer. Elle avait vécu 79 ans avec une tranquillité monumentale que les gens prenaient pour de la résignation et qui était en réalité de la patience stratégique. Elle m'avait dit une fois, dans sa cuisine qui sentait la gelée de coing et le savon de Marseille, « Solange, la vengeance des femmes patientes ne ressemble pas à la vengeance des hommes pressés. Elle ne fait pas de bruit. Elle réorganise simplement le monde. » Elle avait raison. Je refermai le flacon. Je regardais défiler les sapins noirs le long de la route de montagne. Je pensais à l'appartement que j'avais loué en secret à Colmar depuis 4 mois. Un appartement au 3e étage d'un immeuble du XVIIIe siècle, avec des fenêtres hautes et un parquet qui craque sous les pieds comme un vieux plancher de bibliothèque. Je pensais aux livres que j'allais enfin pouvoir lire à voix haute sans que personne me demande de baisser le son. Je pensais au matin de janvier, avec du café fort et la radio, et le bruit de la pluie sur les toits en tuiles. Je pensais à tout ce que j'avais encore devant moi. 64 ans. L'âge où certaines femmes commencent à plier bagages. L'âge où moi, j'avais enfin terminé de tout préparer. Félix prit le virage de la Nationale avec sa douceur habituelle. « À Colmar, Madame Haldvax » demanda-t-il. Il avait employé mon nom de jeune fille. Depuis quand savait-il que je le reprendrais ? « À Colmar, Félix » dis-je. La neige recommença à tomber au moment où les premières lumières de la ville apparurent au loin, flocon après flocon, indolente et précise, couvrant la terre d'une blancheur qui n'était pas un linceul, non, mais une page nouvelle, vierge et froide, sur laquelle on peut enfin écrire ce que l'on veut.